Et le bébé nous observe, il envoie des signaux. Je ne dis pas des signes encore. Il envoie des signaux, des messages adressés à on ne sait pas qui, peut-être à personne, puisqu'il n'a pas encore repéré vraiment les objets, adressés vers le dehors. Et il attend de voir ce que ça donne. Si vous êtes dans le système de l'attachement, dire les choses comme ça marche très bien. Le bébé envoie des signaux d'attachement. Alors il y a les grands signaux de Bowlby, et puis il y a tous les petits signaux que tout bébé et sa mère ou son père peuvent inventer, qui sont très spécifiques de chaque dyade, de chaque triade. Puis il attend de voir ce que ça donne. Est-ce qu'on va lui répondre? Est-ce que ça revient? Est-ce que ça revient fort? Est-ce que ça revient doux? Est-ce que ça revient comme d'habitude? Ça, c'est une grande question. D'habitude ou pas comme d'habitude. Si, au bout d'un certain temps, il commence à la connaître, sa mère, en termes de réponse d'attachement, il commence à le connaître, son père, en termes de réponse d'attachement, il va se faire des petites moyennes. Le bébé, c'est un chercheur. Il va stocker tout ça, faire des moyennes, ce que Inge Bresserton a appelé les internal working models, les modèles internes opérants, qui sont des représentations moyennes des réponses d'attachement que le bébé reçoit de sa mère, de son père, des professionnels à la crèche. Il ne se trompe pas. Il n'y a que les mères qui pensent que le bébé va les confondre avec l'auxiliaire de crèche. Mais ça, c'est une question d'adulte, c'est pas une question de bébé. Le bébé, il regarde tellement intensément, il n'a jamais confondu sa mère avec l'auxiliaire de crèche. C'est une peur fantasmatique de la mère, mais c'est pas un fait de bébé, ça. Il se fait ses petites moyennes, et la fois suivante, il va regarder si c'est pareil, ou pas pareil, à peu près pareil, à peu près pas pareil. Il mesure les écarts. Les bébés travaillent d'abord sur les écarts, avant de travailler sur la question de l'absence et de la présence, qui est plus tardive, je crois. Et voilà, et si l'écart est tolérable, c'est une chose. Si l'écart est trop grand, ça va l'inquiéter. Et j'en profite aussi, comme il y a des gens jeunes là, pour vous dire que toutes ces histoires de bébés vont nous suivre toute la vie dans nos histoires d'amour. Parce que même sans qu'on le sache consciemment, chaque soir quand on se couche à côté de celui ou de celle qu'on aime, chaque matin quand on se lève à côté de celui ou de celle qu'on aime, et puis c'est vrai à n'importe quelle heure de la journée cette histoire-là, eh bien sans même qu'on se le demande, sans même qu'on en soit conscient. Alors moi j'y pense peut-être un peu plus souvent qu'un autre parce que j'ai fait ce modèle-là, mais sinon même sans y penser consciemment, on se dit est-ce que l'autre est à peu près pareil que d'habitude. Et on ne peut pas s'empêcher de se poser cette question, alors qu'on sait que la réponse est catastrophique, en fait, dans tous les cas. Parce que si l'autre va mal, si on le trouve que l'autre va un peu moins bien, et aujourd'hui, on va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait encore qui ne va pas? C'est inévitable. C'est la culpabilité humaine centrale, il n'y a rien à faire. Mais si l'autre va super bien, et là je ralentis pour que vous ayez le temps de penser à la question terrible qui s'insinue, si l'autre va super bien, la question est encore plus difficile, c'est est-ce que c'est vraiment à cause de moi que l'autre va si bien aujourd'hui? Et s'insinue tout doucement l'idée d'un tiers qui peut modifier l'autre. Et c'est à travers ce système-là, en petit, pour ne pas être traumatique, que le bébé va être introduit tout doucement à la tiercéité, c'est-à-dire pas tout de suite à la présence du tiers, mais à l'effet du tiers sur sa mère, d'un tiers qui modifie la mère et qui la rend un petit peu pas comme d'habitude, en espérant que le pas comme d'habitude soit pas trop pas comme d'habitude, pour que ce soit pas trop difficile à supporter. Voilà, mais donc vous voyez, si la mère va bien, si elle répond, si les modèles internes opérants deviennent un peu prévisibles, l'enfant se sent sécure, il va construire un attachement sécure. Si la mère est totalement imprévisible, il va construire un attachement désorganisé, parce qu'à chaque nouvelle rencontre, il ne peut pas prévoir, etc., etc. C'est pareil exactement du côté de l'accordage affectif de Stern, dont je parlais tout à l'heure. Le bébé envoie un message, un signal, et puis il regarde si sa mère lui répond, plutôt de manière intense ou plutôt douce, plutôt de manière immédiate ou plutôt différée, plutôt de manière unimodale ou plutôt transmodale, et il se fait un petit schéma du type de réponse de sa mère en termes d'accordage affectif, du style interactif de sa mère. Et c'est très efficace, parce qu'il la distingue très bien des autres adultes, des autres femmes ou des autres adultes. Et en plus, il peut mesurer d'un jour à l'autre avec ça si elle est bien dans sa peau
ou si elle est un peu déprimée, ou si elle est un peu agitée, ou si elle est un peu anxieuse. Les bébés sont des cliniciens incroyables de nos affects et de nos émotions. Voilà, alors évidemment, à ce moment-là, le bébé pourrait dire, s'il avait des mots, il ne les a pas, mais je lui prête, il pourrait dire à ce moment-là, moi, j'ai plutôt une mère accentuée, unimodale et immédiate. Et avec ça, il la reconnaît au fin quart de tour. Mais évidemment, d'abord, c'est pas forcément très poétique, dit comme ça, même si c'est très efficace. Mais surtout, ça ne dit rien de la mère. Vous voyez, ça, c'est une représentation du lien à l'objet. Ça ne dit rien de la mère, ça ne dit pas si elle est blonde, si elle est brune, si elle est grande, si elle est petite, si elle est grosse, maigre, jeune, moins jeune. Ça ne dit rien de l'objet. Ce n'est pas une représentation de l'objet, c'est une représentation du type de lien à l'objet. Hein. Et ça, il peut le faire alors même qu'il n'a pas encore bien repéré les caractéristiques physiques et un peu statiques de la mère. C'est pour ça que la phrase de Libovici n'est pas si choquante que ça. On peut se représenter le lien avec le dehors sans encore s'être bien représenté le dehors. Vous me suivez là, hein. Et Geneviève Hague, qui est une grande observatrice de bébés, une grande psychanalyste d'autistes, enfin vous la connaissez sûrement, Geneviève Hague a toujours fait à propos de ça la comparaison avec l'évolution de l'art dans l'espèce humaine. Et elle s'est souvent référée au livre d'André Leroi-Gourhan qui s'appelle Au fil du temps. André Leroi-Gourhan était un grand spécialiste de l'art préhistorique et il nous avait appris que dans les grottes de Lascaux, ce sont des représentations figuratives, des scènes de chasse, de pêche, de guerre, des mains, des personnages, bon. Mais que dans des grottes beaucoup plus anciennes que Lascaux, mais beaucoup plus anciennes que Lascaux, on trouve des représentations graphiques abstraites, pas du tout figuratives, des spirales, des quadrillages, des lignes. On ne saura jamais ce que ça voulait vraiment dire pour les personnes qui les ont faites. Des choses très belles au niveau des couleurs, mais très abstraites. Et donc André Leroi-Gourhan disait à propos des grottes, l'art abstrait dans l'histoire de l'humanité précède et de loin et de très loin l'art figuratif. Et Geneviève Hague disait, c'est un peu pareil dans l'évolution de l'enfant. Il va d'abord se faire un tableau abstrait de sa mère, rythmique, interactif, immédiat, différé, transmodal, etc., avant de pouvoir s'en faire un tableau figuratif qui, la dimension figurative du portrait, là c'est la représentation non plus de la place, non plus des liens, mais de l'objet en tant que tel. Vous me suivez ? Voilà, donc la représentation des liens à l'objet peut sans doute préfigurer la représentation de l'objet. Et j'ai parlé de Libovici, mais il y a encore plus ancien, c'est le jeu de la bobine. Et le jeu de la bobine, il a fait déjà couler pas mal d'encre et de salive, hein, mais on s'obsède sur la bobine comme symbolisation de la mère, visible ou pas visible, c'est-à-dire absente ou présente. Mais en réalité, ça n'est possible que parce qu'il y a une continuité du lien de l'enfant avec la ficelle qu'il a dans la main. Pour illustrer ce que je vais dire, moi je dirais assez volontiers que le bébé, il investit d'abord la ficelle, qui va lui permettre, et il faut qu'il investisse la ficelle dans la continuité, pour pouvoir ensuite travailler sur la discontinuité de la bobine qui est au bout de la ficelle. Mais sans ficelle, il n'y a pas de bobine. Donc il y a d'abord un investissement du lien avant de pouvoir penser à la symbolisation de l'objet présent ou absent. Voilà. Alors vous allez voir comment tout ça permet quand même d'éclairer un certain nombre de trucs. On va pas tout dire, hein, mais je vais prendre. Je vous le laisse le tableau après. Ça va. Non, mais on a déjà fait une partie du chemin quand même là. Tu as fait une partie du chemin, mais ce que je veux dire, c'est que oui. il faut qu'il y ait un quart d'heure de discussion, mais tu peux aller jusqu'à 7 heures tranquillement. Alors, je vous dis tout de suite une chose. La phrase en bas, être, c'est se préexister à soi-même. Je ne sais pas ce que je veux dire, mais je la trouve jolie. Mais peut-être, voilà, elle m'est venue, donc je l'ai mise.
Je ne suis pas sûr qu'elle soit juste, mais elle a à voir avec mon tableau quand même. Voilà. Mais tout le reste est compréhensible, par contre. Mais cette phrase-là, un peu énigmatique pour moi-même, voilà. Pour l'instant. Je vais prendre ce qui restait. Voilà, alors donc j'ai 3 colonnes. Vous voyez, l'être à gauche, l'exister à droite, et au milieu, la question de la préexistence ou du préexisté. Alors, je vais vous dire quand même un mot de la première ligne. Enveloppe, lien, relation. Quand on pense au développement précoce du bébé, ça c'est important, parce qu'il y a 3 dynamiques développementales successives, très importantes, je crois qu'aujourd'hui tout le monde est d'accord là-dessus, qui vont se succéder, qui vont s'ajouter les unes aux autres. La mise en place des liens n'efface pas la problématique des enveloppes, et la problématique des relations n'efface pas la problématique des liens. Je suis sur la première ligne, là. Ce sont 3 dynamiques successives qui vont s'ajouter les unes aux autres, se sédimenter, se stratifier, un peu comme anal s'ajoute à oral, phallique s'ajoute à oral, et là, ça se stratifie. Voilà, alors la première problématique, c'est celle de la mise en place des enveloppes. Mais il faut que la mise en place des enveloppes se fasse à peu près correctement pour que se mette en place la dynamique des liens, qui sont plutôt binaires. Et il faut que la mise en place des liens se mette correctement en place pour que se mette correctement en place la dynamique des relations. Donc ensuite, les 3 niveaux vont coexister, mais chaque niveau prépare le suivant. Et s'il y a des ratages, ça a des conséquences, bien sûr, sur le suivant. La mise en place des enveloppes, je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus, vous le connaissez bien. C'est les travaux d'Esterbeek, la question de la peau qui doit assez vite être vécue par l'enfant comme suffisamment contenante, le holding, suffisamment limitante, la frontière entre le dedans et le dehors. C'est des travaux tout à fait importants, des travaux d'Esterbeek. Esterbeek, c'est celle qui a inventé l'observation directe aussi, mais qui a vraiment une des premières montré l'importance de la peau dans les toutes premières relations d'objets de l'enfant. La peau arrive avec ses fonctions neurophysiologiques, ça c'est d'emblée acquis, sauf maladie particulière. Mais par contre, subjectivement parlant, pour que l'enfant ressente sa peau progressivement comme suffisamment contenante, en français on parle de sac cutané pour cette fonction-là. C'est pas moi qui invente les mots, ils existent. Là aussi, s'il y a plusieurs mots, c'est qu'il y a plusieurs idées. La contenance, c'est le sac cutané. Et pour qu'il puisse ressentir sa peau comme suffisamment limitante entre le dedans et le dehors, la peau ne s'interrompt qu'au niveau de nos différents orifices corporels. Là, on ne dit pas sac cutané, on dit revêtement cutané. Si en français on a des mots comme ça, c'est qu'il y a des idées comme ça. Le sac cutané, ça renvoie à la contenance. Le revêtement cutané, ça renvoie à la limite entre le dedans et le dehors. Et donc le travail d'Esterbeek, l'idée d'Esterbeek, c'est les années 60, 65, 66. Elle a dit, pour qu'un enfant un jour puisse se sentir bien dans sa peau, c'est-à-dire puisse ressentir sa peau comme suffisamment contenante et limitante, il faut qu'il soit pris dans des interactions avec des adultes qui, dans leurs gestes, leurs regards, leur voix, leurs pensées, soient eux-mêmes suffisamment contenants et limitants. Et si ça se passe bien, alors il pourra, sur ce modèle-là, construire ces enveloppes psychiques. Là, on est plus métaphorique, évidemment. Des enveloppes psychiques qui doivent également être suffisamment contenantes et limitantes. Ça, c'est métaphorique, mais ça veut dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est que des enveloppes psychiques suffisamment contenantes? C'est quelque chose qui nous évite de fonctionner dans la projection permanente, d'être dans la porosité et de tout le temps projeter nos contenus de pensée à l'extérieur. Et suffisamment limitante, ça veut dire des enveloppes psychiques qui nous permettent de bien faire la différence entre le soi et le non-soi, entre le self et le non-self, entre le monde intérieur de l'autre et le monde intérieur propre. Donc c'est vrai que c'est pas comme la peau quelque chose d'anatomique, mais c'est quand même un concept très important. Aujourd'hui, d'Esterbeek, on retient l'idée que cette mise en place des enveloppes, elle va passer par la peau, la manière dont le bébé est contenu, holding, et là c'est la contenance, la manière dont il est touché, handling, ça c'est ce qui va lui faire prendre conscience de sa peau comme d'une limite, et puis ensuite si la peau, si ces interactions fonctionnent bien, le bébé va pouvoir intérioriser la contenance et la limite des adultes qui s'occupent de lui et les faire fonctionner pour ses enveloppes psychiques personnelles.
Mais là, vous voyez que cette question des enveloppes, elle est plutôt du côté de l'être, parce que bien sûr, il a besoin de l'adulte pour sentir sa peau, mais c'est sans représentation de l'adulte. C'est les fonctions qui comptent. Il va, la mise en place des enveloppes, d'ailleurs, c'est du point de vue du bébé, c'est encore dans une atmosphère un petit peu monadique. Si tout se passe bien, il va pouvoir vivre ce que Geneviève a appelé, c'est la deuxième ligne, un sentiment. Elle choisit toujours des mots qui soient un petit peu nouveaux comme ça, un sentiment d'entourance. Et vous voyez, se sentir bien dans sa peau, c'est se sentir bien contenu, bien limité. Et quand je fais ce geste de sentiment d'entourance, presque automatiquement, je me redresse en même temps. C'est-à-dire que les enfants les bébés qui mettent bien en place leurs enveloppes psychiques, ils se sentent bien entourés et ils peuvent trouver une espèce de verticalité physique qui commence à s'instaurer quand on les contient bien. Quand on contient bien un bébé dans ses bras, d'ailleurs, vous le voyez qui à la fois peut se redresser et regarder. Sentiment d'entourance, mais il n'y a pas besoin que ce sentiment d'entourance existe, il n'y a pas besoin que le bébé se représente encore l'autre clairement et distinctement. C'est ce que lui apportent les interactions avec un autre, mais un autre pas encore perçu. Voilà, mais du coup, ça se fait quand même dans le lien. Comment ? C'est avant les liens. Avant les liens, oui, c'est avant les liens. Et il faut que les enveloppes soient bien en place pour que les liens se mettent en... Les liens sont binaires déjà. Les liens vont inclure une certaine représentation de l'autre, alors que là, ce que je vous ai dit, c'est des fonctions de contenance et de limite, et de holding et de handling qui vont apporter ce sentiment à l'enfant, mais l'enfant va le vivre sans forcément se référer à l'autre en tant qu'objet. Mais il profite des fonctions de l'autre. Et vous avez un bon exemple de ce qui... Alors, quand les enveloppes se mettent mal en place, ce sont évidemment des vécus très archaïques. C'est ceux que les enfants autistes nous racontent, d'ailleurs, dans leur cure. Parfois, on dit angoisse archaïque. Je ne sais même pas si le mot d'angoisse est très légitime, parce que angoisse, ça fait déjà assez mentalisé, alors que là, on est tout à fait au début. C'est des vécus sensoriels très, très, très profonds, des angoisses... Des vécus de chute sans fin, de chute sans fond, de vidange, de liquéfaction, enfin tout ce que les enfants autistes racontent à leur manière. Mais si ça se passe bien, si ça se passe bien, ça va permettre au contraire ce que je viens de vous dire, ce sentiment d'entourance, de bonne contenance, de bonne limite, et ça va ouvrir sur les liens. Vous avez un exemple célèbre qui montre que le ratage des enveloppes interdit la mise en place des liens. Et c'est intéressant d'en parler aujourd'hui parce que pour la première fois, le manuscrit du Petit Prince de Saint-Exupéry vient d'arriver en France. Vous avez peut-être entendu ça à la radio. Je vais tâcher d'aller le voir d'ailleurs. Et le Petit Prince a un défaut d'enveloppe copale très très net, je vais vous le raconter, qui l'empêche de faire des liens avec le pilote, et on sait que la rencontre effectivement se termine mal. Aujourd'hui, le Petit Prince, là aussi je vais peut-être un peu dépoétiser quelque chose, mais le Petit Prince aujourd'hui, on dirait c'est un Asperger. C'est-à-dire qu'il a acquis le langage, mais il a un sentiment de soi, enfin, il est très fragile, il est diaphane, il est atmosphérique, il est assez harmonieux, il est beau, enfin des tas de choses qu'on a dit à propos des enfants autistes et Asperger. Probablement sa subjectivation phénoménologique est un peu réduite, même s'il a le langage. Et vous savez que ce récit quand même du Petit Prince, c'est pour ça qu'il faut aller voir l'exposition là, c'est quand même le livre, un best-seller planétaire, qui n'a d'égal que la Bible, qui a été traduit en plus de 127 langues, qui a été traduit. Je pense que Saint-Exupéry lui-même serait vraiment extrêmement surpris de ce succès. Il y a eu une étude psychanalytique du Petit Prince qui avait été faite il y a quelques années, il y a une vingtaine, par un pasteur allemand qui s'appelle Emil Dreuermann, qui avait fait une lecture très intéressante du Petit Prince d'ailleurs, mais à des niveaux qu'on pourrait dire un peu névrotiques, c'est-à-dire l'amour, la solitude, la rose, enfin vous connaissez tout ça. Et c'est certainement très juste, mais je pense que s'il n'y avait que ça dans le Petit Prince, ça n'expliquerait pas un tel succès planétaire. S'il y a un tel succès planétaire, c'est que ça nous touche, je pense, à des niveaux plus profonds, plus archaïques que ça. Et moi, je vais vous proposer une petite lecture rapide, là.
D'abord, Le Petit Prince, le texte est construit d'une manière très particulière qui va bien avec ce que Paul Ricoeur nous a dit des mythes. Paul Ricoeur a dit, mais beaucoup de récits mythologiques nous touchent parce qu'il y a une espèce de redoublement entre ce qu'il appelait le temps du récit et le temps de l'action. Voilà. Eh bien ça, je ne sais pas si Saint-Exupéry avait lu Paul Ricoeur, certainement non pas, je ne crois pas, mais en tout cas, c'est le cas. Puisque dans le Petit Prince va mettre 6 jours, temps du récit, à raconter son histoire au pilote, excusez-moi, c'est 7 jours à raconter son histoire au pilote, et son histoire, c'est un voyage en 7 étapes, le temps de l'action. Donc une action en 7 étapes, et il va mettre 7 jours à la raconter. Donc déjà là, il y a un effet de résonance qui peut-être nous touche comme un récit mythologique. Et puis ensuite, il y a quelque chose de très particulier, c'est que cette rencontre, elle aurait dû fonctionner. Parce que l'un comme l'autre, alors c'est 2 solitudes très différentes. Le pilote est seul dans le désert parce qu'il s'est perdu, mais il n'a pas toujours été seul dans sa vie, alors que le Petit Prince arrive dans le désert, mais il a toujours été seul. Enfin, si je mets de côté sa Rose qu'il a quittée. Et en fait, ils auraient pu se comprendre si le Petit Prince avait eu des enveloppes correctes. Ils auraient pu se comprendre parce qu'ils ont tous les deux une très grande sensibilité aux enveloppes, justement. Rappelez-vous que le pilote, il raconte que quand il était petit et qu'on lui faisait le dessin d'un chapeau, juste le tour, comme ça, lui, il était capable, à partir du contenant, d'imaginer que c'était un boa qui avait avalé un mammouth. C'est-à-dire qu'il rêvait le contenu à partir de l'enveloppe. Et le Petit Prince, c'est pareil, puisque quand il demande le dessin d'un mouton, aucun dessin de mouton ne l'intéresse. Le seul dessin de mouton qui l'intéresse, c'est la caisse. Parce qu'à partir de la caisse, il peut rêver le mouton du dedans. Donc ils avaient une connivence, là, une accointance. Ils auraient pu se rencontrer. Mais il ne peut pas se rencontrer parce que le Petit Prince n'a pas d'enveloppe. Son voyage interplanétaire, c'est une quête éperdue de groupes qu'il ne trouve jamais. Parce qu'il va dans des planètes où il ne trouve pas des groupes vivants, il trouve simplement des séries d'objets plus ou moins sèches. Je ne connais plus l'ordre des étapes du voyage, mais rappelez-vous, il va chez le géographe, il trouve une série de cartes. C'est une collection d'objets, c'est pas un groupe vivant, c'est pas un groupe vivant. Il va chez le buveur, il trouve une série de bouteilles. Il va chez le mathématicien, il trouve une série de chiffres. Il va chez le roi, il trouve une série de sujets plus ou moins imaginaires. Mais tout ça, c'est pas des groupes, c'est des séries, des collections sèches, si vous voulez. Il y a une étape particulière, c'est celle chez le réverbère, l'allumeur de réverbère, où il trouve non pas une série d'objets, mais une série temporelle d'allumage et de désallumage. Enfin, c'est toujours pas un groupe vivant de personnes et de rencontres. Donc, d'étape en étape, il ne trouve pas d'enveloppe groupal au sens profond du terme. Il arrive sur Terre, il se plante dans le désert où il n'y a personne, et il va être en mal d'enveloppe, et donc en mal de lien. C'est beau, je vous racontais tout ça à propos. Et ce qui, pour moi, témoigne de la difficulté à faire des liens binaires à cause du fait qu'il a raté ses enveloppes, c'est qu'il y a son écharpe. Et surtout, les dessins, son écharpe flotte au vent. Chaque fois que je raconte ça, je me rappelle qu'il y a un dessin où elle ne flotte pas au vent, mais je n'ai pas encore compris bien pourquoi. Mais dans la plupart des dessins, elle flotte au vent. Et à quoi ça fait penser, l'écharpe? Ça fait penser à la pulsion, qui est, selon Freud, un concept limite entre le corps et la psyché. Qu'est-ce qu'il y a entre le corps et la psyché, si j'ose dire? Il y a le cou. Voilà. Donc l'écharpe, elle part du cou et elle n'arrive à se poser nulle part. Parce que une écharpe qui flotte au vent, c'est comme une pulsion qui n'arrive à investir aucun objet, qui n'arrive pas à faire les liens précoces et primordiaux, parce que les enveloppes préalables n'ont pas fonctionné. Voilà, donc là, je ne sais pas si vous avez suivi, ce n'est en rien une démonstration, c'est une illustration de ce que je veux vous dire. C'est pour figurer cette idée que les enveloppes conditionne la possibilité de faire des liens binaires d'abord, et ensuite des relations. Voilà, alors il faut que les liens se mettent en place. Tout à l'heure, j'en ai parlé un petit peu avec l'attachement, avec le style d'accordage affectif, et je vous ai dit, si ces liens marchent bien, le bébé va observer les écarts de l'objet par rapport à lui-même, et tout d'un coup, tout doucement être introduit à la tiercéité. Et pour moi, les relations, c'est pas seulement des liens, les relations, c'est
se réfère à la tiercéité. Dans le concept de relation, pour moi, il y a toujours l'idée d'un tiers, que ce soit un tiers réel, imaginaire ou symbolique. Donc vous voyez, du point de vue du bébé, moi je dirais les enveloppes, même s'il y a besoin de l'autre pour la contenance et la limite, mais la question de la constitution des enveloppes va être vécue par le bébé en atmosphère un peu monadique, les liens en atmosphère dyadique et les relations en atmosphère triadique. Quand on parle vite, après, on peut dire lien ou relation, mais je pense que c'est intéressant d'avoir quand même la distinction entre les deux. Voilà, donc là on avance bien et on va sauter quelques lignes. Et je voudrais vous dire un mot tout de suite de l'avant-dernière. Je remonterai un peu après. Pourquoi j'ai mis l'autosensualité du côté de l'être et pourquoi j'ai mis l'auto-érotisme du côté de l'exister? Et ça, on peut en parler de manière assez illustrative, donc je commence par ça. L'autosensualité, c'est un concept qu'on doit à l'école post-kleinienne. Melzer, Tostin, Geneviève Hague, Didier Houzel, enfin tous ces noms que vous connaissez à propos de l'autisme sans doute, et qui ont insisté sur le fait qu'il y a une différence entre l'autosensualité et l'auto-érotisme. Et prenons un cas très concret de la succion du pouce par les bébés. Dans le schéma psychanalytique classique, quand le bébé trouve son pouce, comme on dit, ou ses doigts, bon, bien entendu, on est dans le registre de l'hallucination primitive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le bébé a faim et que le sein ou le biberon ne sont pas là, eh bien, pour patienter, pour attendre que le biberon et le sein arrivent, il va réactiver les souvenirs qu'il a de ce tété précédente. Il a déjà été alimenté, il a eu du lait, il a vécu l'expérience de satisfaction, de gratification, non seulement le plaisir du lait, mais le plaisir de la relation avec la mère, toute cette situation très polysensorielle. Et en attendant la nouvelle tétée, pour patienter, il va réactiver ces traces mnésiques, c'est-à-dire le souvenir de la mère, du sein ou du biberon, si vous voulez. Donc dans et pourquoi c'est comme ça? Parce que Freud nous a expliqué que toute pulsion, en l'absence de l'objet de satisfaction, peut se retourner sur le corps propre. C'est la dynamique propre, intrinsèque aux pulsions. C'est un postulat de Freud. Donc si la pulsion orale ne trouve pas de sein ou de biberon à l'extérieur, en attendant, la pulsion orale va se retourner sur le corps propre du bébé et il va essayer de mettre son pouce, disons, dans la bouche. Mais son pouce dans la bouche, ça lui permet de penser au sein absent en attendant qu'il arrive. C'est ça l'hallucination primitive. L'hallucination primitive, c'est qu'en suçant son pouce, il réactive l'image du biberon ou du sein qu'il a construite à partir des tétées précédentes, et pendant quelques instants, c'est vraiment une hallucination. Ça suffit pour le faire attendre, parce que c'est pas un faire semblant, c'est pas pour lui dans cet instant-là, c'est pas un ersatz, c'est pas un simulacre. En faisant ça, il retrouve absolument le vécu de la tétée. C'est une hallucination, une perception sans objet. C'est de la définition de l'hallucination. Il revit vraiment ce qu'il avait vécu lors des tétées précédentes, et ça lui permet d'attendre quelques instants. Évidemment, ça peut pas durer tout le temps, parce que sinon, il suffirait d'avoir une seule tétée, et puis ça suffirait pour toute la vie. Donc évidemment, ça peut pas tenir. Mais pendant quelques minutes, ça peut tenir, parce qu'en réévoquant les images du sein et du biberon précédent, là, pendant quelques instants, il revit exactement la même chose, et ça lui apaise son sentiment de manque et de faim. Vous sentez ce que je veux dire? Hallucination primitive. Mais donc là, on est dans l'auto-érotisme, parce que vous voyez, ce système-là, il passe par la représentation de l'objet absent. Il passe par l'autre. Donc on est dans l'existence et pas dans l'être. Parce que pour que ça marche, pour que cette hallucination primitive fonctionne, il faut qu'il ait déjà rencontré l'autre et qu'il ait une trace mnésique des tétées précédentes, du biberon, du sein, donc de l'autre. Donc l'auto-érotisme, elle inclut une représentation de l'objet absent,
Et donc, elle est vraiment dans mon tableau du côté de la colonne de l'existence. Alors que l'autosensualité, ça peut être le même geste de téter son pouce. Et d'ailleurs, il y a des photos très connues de fœtus qui sucent leur pouce aussi, alors même qu'ils n'ont pas rencontré l'objet ni tété quoi que ce soit. Très difficile de savoir exactement ce qu'il en est de cette succion du pouce fœtal, mais enfin bon, Sylvain a écrit beaucoup de choses là-dessus. Voilà, mais en tout cas, on peut imaginer que chez certains enfants, même pas des fœtus, mais même des bébés, qu'à certains instants, le bébé suce son pouce, non pas pour repenser au sein absent, mais simplement pour se sentir être. Et ça, c'est ça que l'école post-claudienne appelle l'autosensualité. L'autosensualité, c'est pas pour penser à l'objet absent, c'est pour se sentir être, se sentir davantage vivant, davantage vivre. Hein. Et là, je prends l'exemple de la succion du pouce ou des doigts, mais ça peut être des autosensualités plus douloureuses. Hein. Je pense notamment à l'anorexie mentale. L'anorexie mentale, par exemple, c'est s'infliger un vécu de vide. Il peut y avoir une dimension suicidaire éventuellement, mais parfois c'est pour se sentir être au prix de la faim, au prix de la douleur, du vide. Ou dans certaines automutilations psychotiques, Collet-Chilan en avait beaucoup parlé à son époque, il y a des automutilations psychotiques qui ne sont pas forcément faites, je pense aussi aux scarifications des adolescents, c'est pas forcément fait pour se détruire, mais c'est fait pour se sentir être, mais parfois au prix de la douleur. Vous voyez, pour se détruire, c'est en termes d'objectivité. Pour se sentir être, c'est en termes de pré-objectivité. L'autosensualité n'inclut pas une représentation de l'objet. C'est simplement un vécu à son propre niveau. Ça vous va, ça? Alors, je prends encore une autre. Oui, la ligne du dessus, je vais aller très vite, mais je voudrais vous parler de indice signaux-signes. Mais la ligne du dessus, je l'avais mise, c'était parce qu'il y avait eu le colloque organisé par la revue Carnepsy, là, en novembre, le Menace sur les liens, organisé par la revue Carnepsy, donc Manuel Missonnier, puis aussi Alain Braconnier et moi. Et c'est vrai que chacun se pose, je vais aller vite parce que chacun se posera la question, hein. Qu'est-ce qu'on aime dans l'amour? C'est difficile à savoir. Hein. Est-ce qu'on aime vraiment l'autre en tant qu'objet? Est-ce qu'on aime être amoureux? Ça ne s'exclut pas forcément d'ailleurs. Hein. Est-ce qu'on aime être amoureux, c'est-à-dire l'amour des liens? Ou est-ce qu'on aime l'idée de l'amour, la place? Vous voyez que ça marche, cette petite décomposition en trois là. Hein. Et alors peut-être que l'amour fou, c'est les trois à la fois, j'en sais rien, mais bon. En tout cas, c'est pas forcément pareil. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est que cette décomposition de la représentation de l'objet en place de l'objet du côté de l'être et objet du côté de l'existence, et entre les deux les liens, là j'aime bien dire pressentiment de l'objet. Quand on investit les liens, on investit le dehors, l'objet est investi avant d'être perçu, on n'investit pas encore l'objet, mais c'est quand même un mouvement vers le dehors, comme un pressentiment d'un objet qui sera au dehors. Hein. Eh bien, moi, depuis que je me sers de cette décomposition du concept de représentation d'objet, ça marche aussi pour la dépression. Et il va falloir qu'on repense à la dépression de ce point de vue-là. Parce que quand on parle de dépression, on dit tout le temps perte d'objet. Ben d'accord. Mais quel niveau est perdu? Est-ce que, peut-être dans la mélancolie, tout est perdu? Et la représentation de la place de l'objet qui a disparu, et la représentation des liens qu'on avait avec lui, et la représentation de l'objet lui-même. Peut-être dans d'autres formes de dépression, on ne perd que la représentation de l'objet, mais pas forcément la représentation des liens qu'on avait avec l'objet, ni peut-être même de la place. Mais c'est une vraie question, hein, que les poètes avaient senti avant nous. Lamartine, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Ça veut dire qu'on n'a pas perdu que l'objet, là. On a perdu la place pour tout objet possible de remplacement et toute idée de lien possible de remplacement. Hein. Voilà, donc je crois qu'il faut qu'on se sert de cette... Enfin, moi, j'ai envie de me servir de cette décondensation du concept de représentation de l'objet pour repenser certaines choses. Et peut-être que les dépressions les plus froides, les plus primaires, les plus graves, c'est
concerne quand même la question de la représentation de la place ou du lien. Parce que perdre un objet, c'est douloureux, mais si on ne perdait que ça, peut-être qu'on souffrirait moins. Parce que comme les 3 niveaux, enveloppe, lien, relation, persistent toute la vie, même dans les deuils névrotico-normaux concernant des personnes qui nous sont chères, ce qui nous fait le plus souffrir, c'est pas seulement la perte de l'objet, c'est le sentiment que les liens sont à nouveau arrachés et que peut-être la place de l'objet est menacée. Donc même dans un deuil névrotico-normal, je pense qu'il y a la place pour des niveaux assez archaïques du deuil qui sont en deçà de la représentation de l'objet proprement dite. Voilà, mais on va finir sur indice, signaux, signes, si vous voulez. Parce que c'est pas forcément clair. Sinon, le reste, on a à peu près vu. Hein. Indices, signaux, signes. Et ça, moi, j'aime bien. Parce que on peut parler, par exemple, des sourires aux anges et des sourires réponses. Et en français, on a de la chance, des bouteilles à la mer. MER ou MERE. Les sourires aux anges, c'est du côté de l'être. Et parce qu'ils ne sont adressés à personne. C'est pour ça qu'on dit sourire aux anges, parce qu'on ne sait pas si les anges existent. Donc voilà. Sourire aux anges, c'est simplement des indices que le bébé se sent bien, qu'il n'a ni trop faim, ni trop chaud, ni trop froid, ni trop soif. Voilà, c'est un indice de quiétude. La différence entre un signe et un indice, du point de vue linguistique, c'est que l'indice n'a aucune intention communicative, ni consciente ni inconsciente. Hein. La neige, par exemple. La neige, sauf si vous êtes profondément mystique, la neige n'a pas l'intention de vous dire qu'il fait froid. Hein. La neige, mais par contre, quand il y a de la neige, l'observateur peut en déduire qu'il fait froid. Mais la neige n'a aucune intention communicative ou significative particulière. Tandis que les signes ont une intention communicative, consciente quand on parle, et même inconsciente quand on fait des lapsus, par exemple, ou que quelque chose qui ne voulait pas se dire se dit quand même. Donc, du côté du signe, il y a une intentionnalité communicative maximum, consciente et inconsciente, et il y a tout un gradient qui va de l'indice au signe, mais je ne vais pas vous embêter avec ça, sauf que vous pouvez quand même réfléchir au fait que les symptômes de la maladie somatique sont beaucoup plus du côté des indices. Parce que quelqu'un qui a un gros foie, le gros foie n'a pas plus d'intention significative que la neige. Il y a un gros foie et l'observateur, le médecin, va pouvoir se dire, ben voilà, s'il y a un gros foie, c'est qu'il y a ceci ou cela, mais le foie n'a pas d'intention communicative. Donc les symptômes de la maladie somatique sont beaucoup plus près des signes, des indices. Alors que les symptômes de la maladie psychique sont beaucoup plus du côté des signes, sans être aussi organisés que les signes du langage. Ils ont la maladie, on peut espérer, enfin, c'est comme ça que je conçois notre travail de psychologue, de psychanalyste ou de psychiatre, c'est d'essayer de donner du sens aux symptômes de la maladie psychique, parce qu'il y a une intention communicative quelque part. Et vraiment au milieu de ce gradient, eh bien, il y a les symptômes de la maladie psychosomatique, qui sont quelque part entre indice et signe, qui peut-être au départ sont plutôt du côté de l'indice, mais grâce à la prise en charge, à la cure, ce qu'on peut espérer, c'est de tirer progressivement les symptômes de la maladie psychosomatique d'un statut d'indice à un statut de signe, c'est-à-dire de les névrotiser, en quelque sorte. C'est un objectif thérapeutique, quand même, dans le champ de la psychosomatique. Voilà, alors, quand le bébé est tout seul, les sourires aux anges, c'est vraiment du côté de l'indice. Ça n'est adressé à personne. Mais si quelqu'un est à côté et qu'un enfant sourit, il va pouvoir se dire, en ce moment, il se sent bien. Voilà. Il ne sait pas ce qu'il voulait me dire spécialement, mais moi, je déduis qu'il se sent bien. Voilà. Et puis, un jour, il va falloir que les sourires aux anges vont se transformer en sourires réponses. Ça veut dire qu'un jour, la mère, on parle tout le temps d'elle, mais alors que c'est exactement le même sourire que la veille. C'est difficile de savoir pourquoi ce jour-là, elle va se dire « Ah ben tiens, aujourd'hui, il m'a souri ». Peut-être que ce jour-là, elle se trompe d'ailleurs, et que ce sourire-là n'était pas plus adressé à elle que la veille. Mais ce jour-là, c'est prêt pour que le système s'enclenche différemment, et le fait qu'elle le pense va faire entrer
le sourire aux anges dans le circuit de la communication et le transformer en sourire-réponse, c'est-à-dire en signe. Si elle avait pensé ça trop tôt, ça ne marche pas. Mais alors peut-être parce qu'aujourd'hui, tout le monde a lu un peu Spitz, les mamans savent que c'est vers 4, 5, 6 semaines. Bon, mais peu importe, parce que ça fonctionnait avant Spitz, tout ça. Au début, le fait qu'elle le pense ne pourrait pas vraiment changer grand-chose, mais au bout de quelque temps, un jour, elle va penser, cette fois-ci, il m'a souri à moi. Et là, quelque chose de décisif s'enclenche, qui fait que le sourire aux anges, qui n'est qu'un pur indice, va devenir progressivement un sourire-réponse, qui, lui, est du côté des signes. Voilà. Alors, entre les deux, il y a les signaux. Et les signaux sont quelque chose qui déjà, je l'ai mis au milieu dans le tableau, ne sont plus tout à fait encore ne sont déjà plus purs indices, mais ne sont pas encore des signes. Et là, c'est pour ça que je disais la bouteille à la mer du naufragé. La bouteille à la mer, quand le naufragé, il met ça dans une bouteille et puis il l'envoie. Il ne sait absolument pas à qui il l'envoie, il ne sait même pas si quelqu'un s'en saisira. Mais il sait que si quelqu'un s'en saisit, alors ce signal de détresse, on dit ça comme ça en français, le signal de détresse pourra se transformer en signe avec une vraie demande et peut-être quelqu'un partira à sa recherche. C'est-à-dire que l'idée, c'est que la bouteille à la mer, MER, se transforme en bouteille à la mer sauveteuse, MERE, et que le signal se transforme en signe. Mais ce signal, c'est parce que c'est déjà quelqu'un qui sait que d'autres existent. Du côté de l'indice, il n'y a pas encore de représentation même de l'objet. Du côté du signe, il y a une représentation complète de l'objet, puisque c'est pour ça qu'on lui adresse des signes. Et entre les deux, il y a les signaux qui ne présupposent pas que l'objet soit vraiment perçu ni connu, mais qu'il y ait cet investissement d'un mouvement vers le dehors. C'est ce que j'appelle le pressentiment de l'objet. Quelqu'un va peut-être me répondre, mais je ne sais pas qui. Vous sentez la chose, hein? Voilà, alors, je vais finir sur... je vous ai quand même dit l'essentiel de ce que je voulais dire, mais je vais finir sur la question. Je vais finir sur la question parce que Sylvain t'aime bien. 10 ? Oui, largement. Là. Non, largement, absolument, mais largement. Et je voulais finir justement sur quelque chose que tu aimes bien. Et tu me demandes toujours d'en parler quand j'oublie. C'est la question de la demande intransitive. Justement. J'ai dit dans mes pensées, parce que ça faisait partie des... Oui. Et puis c'est vrai que ça nous est venu de l'extérieur, Ouais. et que c'est intéressant. Oui, c'est très très bien. Parce que, j'anticipe avec ce que je t'aurais dit, mais c'est-à-dire quand il y a de la détresse, quand on est par exemple hospitalisé parce qu'on a eu un problème et qu'on est au fin fond de son vie et qu'on est dans un service, peut-être ce dont on a besoin, c'est effectivement donner ben mensch. Ouais. Et on n'a pas besoin d'un pédigré très élaboré du Nebenmensch, mais c'est un être humain vivant, proche, qui dise, tu es dans la détresse, je le sais, coucou, je suis là. Alors, la demande intransitive, ça va bien avec tout ce que je vous ai dit. La réflexion, elle part des bébés et des enfants autistes, puisque je vous ai dit que ce qui m'importait beaucoup, c'était les bébés, l'autisme, l'adoption. Bon. C'est-à-dire des enfants autistes ou des patients très archaïques. Quand on dit patients archaïques, ça veut dire pour lesquels la différenciation et la représentation de l'objet est encore un peu floue ou instable. Hein. Eh bien, c'est vrai que d'une certaine manière, parfois, en psychopathologie, on parle de demande du patient. La demande, et on oppose souvent la demande manifeste à la demande latente. La demande manifeste, c'est le patient névrotique qui choisit son analyse dans l'annuaire. Donc là, pour lui, il a la représentation, ou autrement, il a la représentation claire de ce que c'est qu'un psychanalyse. Il va le voir et il lui dit « j'ai telle souffrance et je souhaite que vous m'aidiez ». Bon, il demande quelque chose de précis à quelqu'un de précis. Donc ça, c'est la demande manifeste. Tout au long des années de son analyse, il va découvrir que derrière cette demande manifeste, il y avait une demande moins manifeste qu'on appelle latente, et que peut-être il est venu pour tout à fait autre chose que ce qu'il croyait, mais ça, c'est les charmes du travail analytique. Voilà. Donc, mais la demande latente, elle se découvre
progressivement, mais elle est aussi adressée à l'analyste. Donc la demande manifeste ou latente, elles sont adressées à un objet précis parce qu'elles sont formulées par des personnes qui ont déjà clairement différencié les objets et leur environnement. Mais les bébés tout petits qu'on voit dans les thérapies conjointes parents-bébés, comme celle que tu fais à l'équerre encore et qu'on a faite ensemble avec Marion, ils ne nous demandent rien en tant que tels. Les tout petits, ils n'ont pas le langage, et peut-être qu'ils n'ont pas encore clairement différencié leurs objets, en tout cas pour les plus jeunes d'entre eux. Et les enfants autistes qui ont parfois une telle difficulté à pouvoir se représenter l'autre de manière stable ou stabilisée, ils ne demandent pas non plus quelque chose à quelqu'un. Et pourtant, quand on les reçoit dans un espace prévu pour, on a le sentiment qu'ils demandent quelque chose. Pourtant. Alors, par exemple, les enfants autistes, même très autistes, je repense aux travaux de Geneviève Hague ou à mon expérience personnelle, même les autistes de chez autistes, quoi, pour qui l'autre ne veut pas dire encore grand-chose, quand ils sont dans un espace correctement prévu et aménagé, quand on met des mots sur ce qu'ils ont l'air de vivre, quand on interprète certains comportements atypiques, quand on essaie de leur renvoyer un regard un peu contenant, on a l'impression que quand même ça leur fait quelque chose, comme si ils ne l'ont pas demandé, mais ils sont en attente de quelque chose. C'est pour ça qu'on a choisi le terme de demande intransitive, en pensant un peu à la grammaire. Les verbes intransitifs, c'est ceux qui n'ont pas de complément d'objet. Voilà, donc il y a peut-être des demandes qui n'ont pas de complément d'objet. Quoi ? Je vous rappelle de vieux souvenirs, c'est ça ? Il y a peut-être des demandes qui ne s'adressent à personne, mais qui sont quand même des demandes. C'est-à-dire d'un mouvement vers le dehors, on a comme un signal. Là, on serait du côté du signal avec la demande intransitive. Ce n'est pas simplement un indice, parce que ça est vraiment dirigé vers personne. Ce n'est pas encore un signe, parce que ce n'est pas suffisamment objecto-adressé, mais c'est du côté du signal, c'est-à-dire peut-être que les bébés les plus jeunes et les patients, les enfants les moins différenciés, parce que ce sont des organismes vivants, ils ont quand même déjà un espèce d'investissement qui va vers le dehors. Et moi, c'est un peu ça. Et ça, il faut savoir s'en saisir quand même pour leur répondre. Et c'est difficile. Hein. C'est pour ça que la formation aujourd'hui, on attaque beaucoup la psychanalyse, bien sûr, dans l'autisme, avec des idées tout à fait arrêtées et dépassées. Mais enfin bon, en fait, les psychanalystes ne sont pas forcément mal placés pour entendre cette demande intransitive. Parce que pour l'entendre, il faut supporter, du point de vue contre-transférentiel, quelque chose qui est difficile, qui est de pouvoir accepter de fournir à l'enfant un point de rebond. Il envoie quelque chose vers le dehors, et il faut que je puisse lui renvoyer quelque chose, mais sans tout de suite apparaître comme un objet trop différencié, parce que ça lui fait peur, justement. Je vous ai dit qu'il faut que l'objet apparaisse et se révèle doucement. C'est vrai pour les enfants qui vont bien, mais c'est encore plus vrai pour les enfants autistes qui ont besoin que l'objet soit pas tout de suite trop précis et clairement différencié. Et donc il faut qu'on accepte il faut qu'une partie de nous reste vigilante et bien différenciée. Mais il faut qu'une partie, c'est un petit clivage quand même interne, hein, il faut qu'une partie de nous accepte de se désobjectaliser, sans que ce soit pour nous une blessure ou une entame narcissique, pour accepter de servir à l'enfant et sans lui faire peur, non pas d'objet, mais d'un point de rebond, d'un point de retour. Il envoie un signal, on va lui renvoyer doucement. Mais c'est pas moi, monsieur ou madame, qui te renvoie ça, c'est l'environnement qui renvoie, qui fait écho. Hein, c'est doucement, tout doucement. Et ça, ça ne s'invente pas quand même. Hein. Il faut se former à ça. Et c'est, je pense, quelque chose qui justifie la formation, pour les thérapies d'enfants très autistes, une formation quand même suffisante, à l'analytique ou pas, j'en sais rien, mais enfin une formation suffisante. Voilà, donc cette demande intransitive, moi je la mettrais du côté du signal. C'est-à-dire que c'est déjà un investissement du lien, même si encore l'objet
n'est pas représentable en tant que tel. Chez le bébé, ça peut être un signal somatique. Oui, absolument. Ah, bah, bien sûr, bien sûr. Chez l'autiste aussi, d'ailleurs. Les enfants autistes, ils ont des problèmes somatiques aussi, hein. Absolument. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus en vous remerciant beaucoup de votre attention.